le travail, c'est du long terme. Vous parliez que j'étais journaliste agricole, mais je suis un agriculteur. C'est-à-dire que je sème et parfois je récolte. Quand j'ai dirigé Vanity Fair, à un moment donné, il y avait une actrice très connue. On demandait qu'elle fasse la photo de la couve et tout, puis il n'y avait pas de réponse, Et on me demande à moi tu peux pas nous aider? Je l'appelle, c'est fait en 2 secondes. C'est pas fait en 2 secondes, c'est fait en 30 ans de travail. Bonjour Michel Denisot. Bonjour. Avant de préparer cette discussion qu'on a là, moi j'avais en tête que Michel Denisot, c'est Canal+ Paris. En fait, il y a quand même une grosse part de vous qui vient de la ruralité, quoi. Oui. J'ai jamais coupé les racines, disons, familiales qui sont situées dans l'Indre. En retournant là-bas et en discutant avec tout le monde, je me rendais compte que les sujets qui me paraissaient importants ne l'étaient pas pour tout le monde et qu'il y avait d'autres sujets d'intérêt. Et donc ça m'a permis aussi de garder les pieds sur terre, dans tous les sens du terme, et de pas trop disjoncter dans les moments où ça aurait pu se produire. J'ai vu que vous avez commencé à 15 ans, ce qui est quand même très jeune. Hein. Vous êtes très jeune, vous saviez que vous voulez être journaliste. Vous avez commencé au journal Centre Presse à Châteauroux. Oui. Puis après, vous avez été journaliste agricole à Radio Limoges, en 68, je crois. Ouais. Journaliste agricole, qu'est-ce que c'est? Oui, bah, écoutez, à 15 ans, j'étais assez libre dans la vie, parce que ma mère travaillait, la famille était réduite à ma mère et moi. Mon père est mort, j'étais tout petit, et puis donc je naviguais un peu quoi, pour m'occuper. Et j'étais attiré par la rédaction du journal local que vous avez cité, Centre Presse. Et donc j'ai frappé à la porte à l'âge de 15 ans, avant les vacances. J'ai dit, est-ce que je pourrais, pendant les vacances, venir vous voir? Ils étaient très sympas, et j'ai passé 2 mois dans la rédaction. Et donc j'ai dit, mais voilà, c'est ça que je veux faire. Et je voulais être journaliste à Châteauroux, je ne voulais pas faire autre chose. Et donc j'ai fait, après, j'y suis allé régulièrement, j'ai commencé à écrire des petits articles, faire des photos dans tous les domaines, y compris les avis d'obsèques, et donc on apprend la rigueur. Il faut être très rigoureux, il ne faut pas enterrer des gens qui ne sont pas morts. Et donc c'est la base pour moi du journalisme, c'est ça en fait, c'est de raconter les choses telles qu'elles sont. Donc j'étais jusqu'en terminale où c'était sans fin pour moi, parce que j'étais très mauvais élève, je ne faisais plus rien, quoi. Donc j'ai triplé la première, doublé la philo, j'ai rien, aucun diplôme. Je suis parti au service militaire, j'ai rencontré à l'armée à Paris un journaliste qui venait de Radio Limoges. Pierre Salviac. Pierre Salviac, voilà, qui est rentré à France Inter à ce moment-là. Que les fans de rugby connaissent. Oui, voilà, qui ensuite est devenu commentateur de rugby à la télé. Mais à l'époque, il arrivait de Limoges et est rentré à France Inter. Et il me dit, donc je disais que je cherchais du boulot, j'avais rien, quoi. Et il me dit, ben voilà le téléphone du patron de Radio Limoges, monsieur Dussorbier, Monégier Dussorbier. Et il me dit, tu vas voir, c'est un aristo qui a un nœud papillon et tout. Donc je vais à la Radio Limoges et je prends rendez-vous, j'y vais, il me reçoit. Et je sais pas, j'avais mis un nœud papillon, ce qui est quand même un peu bon. J'en avais fait un peu trop. Je ne juge pas. Ouais, un peu trop. Et il me dit, il n'y a pas de poste de libre, mais on peut vous prendre à la pige et vous serez payé quand vous travaillerez, mais il n'y a pas de quoi vivre, quoi. Et j'ai dit, je fais. Le poste qui était vacant, que personne ne voulait faire le matin, c'était à 6h30 à la radio, le journal agricole de la région. Donc c'était 10 minutes de nouvelles agricoles. Donc j'ai décidé que j'étais spécialiste agricole, de journaliste agricole. C'est quoi le journaliste agricole? Ben, c'est donner des informations sur les cours du blé, les cours de machin, et puis aller faire des reportages chez les agriculteurs sur le monde agricole. Après je suis passé au journal de 7h30 où c'était les infos, et puis pendant un été, il y avait donc la radio et la télé, c'était les stations régionales ORTF de l'époque. Et un été, le présentateur du journal télévisé avait un rendez-vous galant à cette heure-là. Tout le monde était en vacances, la direction était en vacances, et il me demande à midi, est-ce que tu peux me remplacer? Un peu, oui. Évidemment que je peux te remplacer, enfin je pense. J'avais un blazer bleu, une cravate, et donc je me suis habillé, quoi. Et puis... Et j'y suis allé et il y avait un bureau, voilà, c'était un truc comme ça, on présentait très, très sérieusement devant la caméra comme ça. Et puis il y avait un tiroir et j'avais mis un verre de martini, plein de martini dans le tiroir, et entre chaque sujet, je buvais un coup. Ah ouais. Et donc on s'est fait engueuler le lendemain parce qu'on avait fait ça sans l'autorisation, mais j'ai continué, voilà comment ça a démarré. Je poursuis un peu dans cette veine agricole parce que quand même en 2000, vous avez été nommé chevalier de l'ordre du mérite agricole. C'est Jean Glavany, ministre de l'Agriculture, qui m'a décoré. C'était avec beaucoup d'humour, hein. C'était pas pris au sérieux du tout. Et il m'a décoré parce qu'il prétendait que de 91 à 98, j'avais très bien entretenu une prairie porte de Saint-Cloud. Eh oui, président du PSG. Voilà, qui était la pelouse du Parc des Princes. Voilà. Ouais. C'est une partie de votre vie quand même, président du PSG, je crois. Ouais, de 91 à 95, c'était Jacques Chirac qui était maire de Paris, donc je suivais les matchs à côté de lui et c'était drôle.
Parce qu'il aime, il aime le foot, mais il ne connaît pas vraiment bien, quoi. Alors, Donc j'avais des anecdotes avec lui. Un jour, il me demande. Donc, il y avait un joueur qui s'appelle Daniel Bravo qui joue au PSG, donc, juste pour qu'on comprenne la suite. Et il me dit qui a marqué. On marque un but, il me dit mais qui a marqué, qui a marqué? Je dis c'est Bravo. Il me dit oui, mais Bravo qui? Donc, ok, très bien. Voilà. Donc, on rame un peu pour lui dire écoutez, voilà. qu'est-ce que vous avez appris en tant que président du PSG, peut-être sur... J'ai appris à diriger, c'est-à-dire qu'avant, j'étais un animateur de télé, c'est-à-dire on pense à sa pomme d'abord. Hein, c'est quand même un métier, si on est là à se montrer, c'est qu'on s'aime un peu. C'est plus ou moins avoué, mais c'est quand même la réalité. Enfin, on a envie d'être aimé, on a envie d'une forme d'existence. Et quand on dirige, ben, c'est autre chose. Donc, une équipe de foot, c'est 11 solistes, il faut faire un orchestre. Et c'est des gens qui ont du talent. Les gens qui ont du talent sont toujours particuliers et passionnants, mais c'est particulier. Donc, j'ai appris à diriger et à gérer les égos, j'aime pas ça, mais à faire en sorte que tout le monde s'entende bien et que 90 minutes par semaine donnent le maximum ensemble. Il faut qu'il y ait une volonté démesurée de réussir et de gagner de la part de tout le monde, pas que les joueurs. Je disais toujours, il faut que le chauffeur du bus, il ait envie de gagner le match. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se ressente au moment où vous allez où vous approchez de l'événement pour que, inconsciemment, tout le monde, tous ceux qui vont le faire, se sentent poussés par ça. C'est pareil dans les milieux artistiques, hein. C'est pareil au cinéma, c'est pareil dans la chanson. Et à la télé aussi. J'ai lu aussi que vous disiez qu'à l'époque, hein, donc à 90, donc 91-98, les salaires des joueurs de foot du PSG, donc on parle de Georges Weah, David Ginola, enfin des stars à l'époque, hein, Georges Weah, Ballon d'Or, vous avez dit qu'ils sont l'équivalent des salaires aujourd'hui d'un très bon joueur de Ligue 2. Oui. C'est vrai ça? Oui. C'est incroyable. Hein. Ben oui. Peut-être qu'on peut le dire, maintenant il y a prescription, c'était il y a 25 ans. Il gagnait combien environ hein, je ne sais plus. Les plus gros salaires, ça devait être l'équivalent d'aujourd'hui 80 000 euros peut-être. Vraiment? Ouais. Parce que ça brassait moins d'argent du coup, si j'imagine qu'il y a une raison. Oui, il y avait moins d'argent. Ouais. Ouais. Moi je faisais des transferts, des gros transferts. À l'époque, à cette époque-là, c'était les clubs italiens qui dominaient les compétitions européennes. C'était Milan AC essentiellement, qui était et donc j'ai fait beaucoup de moi j'ai réussi à m'en sortir tout le temps avec des transferts avec le Milan AC ou l'Inter de Milan. J'ai fait tous les bons joueurs du PSG quand il y avait une ouverture, c'était à Milan. Et les transferts, c'était quoi, 5-6 millions, un truc comme ça. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce qui a changé le plus selon vous entre le foot d'aujourd'hui et le foot de l'époque? Ça a changé, c'est devenu un enjeu encore plus important, c'est devenu un enjeu politique plus important, ça l'a toujours été. Dire on sépare le sport de la politique, c'est du pipeau, le sport c'est de la politique. Voilà. Et donc, quand vous allez à Glasgow, il y a un club protestant, un club catholique, bon après, plus ou moins, où c'est du business, mais le business est politique aussi, donc enfin bref, ça fait partie du monde. Et ce qui a changé, c'est l'argent. Ouais. Et ce qui a changé, c'est que les très grands joueurs sont devenus eux-mêmes des multinationales. Un très grand joueur aujourd'hui, qui a des salaires de dizaines de millions par an, il a son avocat à temps plein, il a tout à temps plein, il rentre chez lui, il a à nouveau tout ce qu'il faut, kiné, ma soeur, à domicile. Donc c'est devenu... un joueur est devenu un club quasiment. Ouais. Les grands joueurs, pas tous, évidemment. À cette époque, il y avait Bernard Tapie. Vous vous en souvenez de la première fois que vous l'avez rencontré, Bernard Tapie je le connaissais avant, mais parce qu'avant, je commentais, juste avant d'être président du PSG, je commentais les matchs sur Canal. Hein, donc, je connaissais Bernard Tapie. Mais là, j'imagine que vous l'avez connu de manière plus directe. C'est très différent, oui. très différent. Écoutez, oui, il avait sa façon de faire. Il est très atypique. Hein, donc, au début, quand j'étais président, il m'a dit « je vais t'expliquer des trucs ». Effectivement, il m'a expliqué quelques trucs, pas tous, mais quelques trucs. Ouais. C'était quoi les trucs? Mais on apprend. Quel truc sur les transferts, comment ça se passe. Moi, je croyais, quand on est journaliste, on croit qu'on sait, quoi, évidemment. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là. Mais parfois, on ne sait pas vraiment. Et je m'en suis rendu compte, là. Ça faisait des années que je commentais du foot à tous les niveaux, à haut niveau en général.
enfin les matchs, et je me suis rendu compte au bout de 2 jours que je n'avais pas tout compris sur comment marchait le football. Et donc je me suis entouré bien entouré. J'ai appelé à ce moment-là Michel Platini, avec qui j'ai toujours une très bonne relation. J'ai dit qui tu prendrais à tel et tel poste. Il m'a donné 2 noms, je les ai pris. C'était qui les noms? C'était Jean-Michel Moutier, Jean-François Domergue, qui était de sa génération, et voilà. Et puis, comme entraîneur, on est allé chercher un entraîneur qui avait gagné la Coupe d'Europe, Arthur Georges, voilà. Et donc j'ai appris beaucoup de lui. J'ai appris plus d'Arthur Georges que de Bernard Tapie, mais j'ai appris de Bernard Tapie aussi un peu, voilà, assez rapidement. Puis après, il fallait garder une distance, évidemment. Voilà. Quand vous dites que vous avez appris, outre les... Ouais, il m'a parlé des agents. Moi, je ne connaissais pas le monde des agents, qui étaient différents d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait 4-5 grands agents dans le monde qui avaient la main sur tous les transferts. Et les agents, à l'époque, c'était des patrons, quoi. Aujourd'hui, les agents, ils sont 15, et ils sont 12, il y en a un seul agent n'est pas tout seul, ils sont un paquet. Non, mais c'est un autre monde. Aujourd'hui, c'est différent. Moi, c'était facile. Et au téléphone, la parole, c'était fini. On ne venait pas à rediscuter. Après, il faut rajouter une voiture pour sa femme, etc., ou pour sa grand-mère. C'était carré, quoi. Donc, c'était assez facile. Après, moi, les joueurs habitaient tous dans les Yvelines, puisqu'on s'entraînait à Saint-Germain le matin à 9h, donc, ou à 9h30, donc c'était plus pratique. Et puis après, ça a commencé après, des joueurs qui voulaient habiter Paris. Et Marco Simone, qui est arrivé de Milan, il m'a dit « Moi, je voudrais habiter Paris. » Je dis « Écoute, pas de problème, mais il faut que tu sois à 9h30 à Saint-Germain-en-Laye. » Il m'a dit « Pas de problème. » Il a toujours été à 9h30 à Saint-Germain-en-Laye. Il fallait se lever plus tôt, quoi, c'est tout. Ça pose aussi des questions peut-être de sécurité, des trucs à gérer? Oui, il n'y avait pas... Enfin, le monde était différent, franchement. Ouais. C'est il y a 25-30 ans. Donc, il n'y avait pas les formes aujourd'hui de homejacking, voilà, où on vient, les joueurs de foot sont des cibles beaucoup aujourd'hui, hein, donc c'est logique qu'il y ait beaucoup de sécurité autour d'eux, et même ça ne suffit pas, on voit bien. Vous avez été président du PSG suffisamment longtemps pour que je vous pose la question. Là. Il est question que le PSG quitte le Parc des Princes. Les supporters, le club a dit qu'ils n'en avaient pas envie. Bah, écoutez, ça, je ne peux pas répondre à la place de... Je ne suis pas Nasser El Khelaïfi, hein, donc je ne peux pas répondre ce que va faire le PSG. Apparemment, aujourd'hui, il est catégorique sur le fait qu'il veut que le PSG quitte le Parc des Princes. Bon. C'est arrivé dans d'autres clubs. Hein. En tant que président, pour vous, c'était le PSG. Moi, j'ai jamais pensé à autre chose à l'époque, mais on n'avait pas la même. Aujourd'hui, le PSG est une entreprise. Nous, c'était un club. Et c'est une entreprise et un club, mais c'est aussi une entreprise avec un souci de marketing planétaire et tout qui est assez réussi. Et donc, ils ont besoin de développer. On n'était pas dans cette gamberge-là. En fait, Canal s'est intéressé au PSG en 91 parce que le championnat de France de foot était le feuilleton. C'est un feuilleton, un championnat, avec des personnages. Donc Marseille, Paris, Lyon, c'est des personnages. Canal l'a un peu créé avec Bernard Tapie. On a créé le conflit au MPSG. Oui, ça a un peu monté la sauce. Mais en fait, avant Canal, le championnat n'était pas retransmis du tout. Vous n'avez pas connu ça, mais ça n'était pas retransmis. Il y avait un match par an, éventuellement de temps en temps. Mais donc, on a créé ce feuilleton. Et donc, comme un personnage principal risquait de disparaître, c'était Paris. Donc c'est pour ça que André Rousselet et Pierre Lescure se sont intéressés à ce moment-là à la reprise du PSG. Moi, j'étais pas du tout dedans. Et puis au moment que ça a été fait, il y a eu une réunion qu'on pourrait appeler les fondateurs de la chaîne autour d'André Rousselet. Et j'étais autour de la table et il a fait le tour. Bon, pas vous, pas machin. Et puis c'est arrivé à moi. Il me dit, vous, ça serait bien. Et donc j'ai dit... je vais réfléchir. Il m'a dit, c'est pas la peine. Et je dis, bon, d'accord. Ah ouais, donc ça s'est fait comme ça. C'est autour d'une table, en fait, on vous a mis dans le fait accompli. Ça s'est fait comme ça, voilà. Et du coup, vous rentrez chez vous, vous dites à votre femme, alors, en fait... Ouais, je suis président du PSG. Elle me dit, bon. Ça n'a pas été dur parce que ça change la vie. Hein. Non, ça n'a pas été dur. Non, j'ai beaucoup de chance. Ma femme comprend, me comprend et me donne beaucoup de liberté dans mon travail. Mais voilà. Mais c'est vrai que ça a changé la vie. Ouais. Aujourd'hui, donc le foot, vous le suivez, j'imagine, en tant qu'amateur de sport, de foot. Il y a le fameux Kylian Mbappé, là. Tout le monde parle de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, ça ne va pas très bien, etc. Alors moi, je vais vous répondre tout de suite. C'est quoi? Je ne sais pas la question que vous allez me poser, mais je la vois. Mais le talent ne disparaît pas. Voilà. Après, il y a des périodes de haut et de bas. Et comme disait Smaïn, il y a parfois des collants. Et donc, oui, bon. Je la casse tout le temps, ça fait rire. Vous pouvez l'enlever au montage. Mais donc, on la gardera. Ah oui, d'accord. Et donc oui, il est dans une période un peu compliquée, mais le talent, il n'est pas parti, donc ça va revenir. C'est arrivé à d'autres.
Voilà. Mais à votre époque, on ne parlait pas autant de la santé mentale des joueurs notamment. Ouais. Il n'y avait pas de psy au PSG à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun qu'on s'intéresse à ça. Oui, ben on cherche quand on veut gagner, quand on veut réussir, et on essaye d'additionner tout ce qu'on peut pour y arriver. Et aujourd'hui, les psys, les préparateurs mentaux qui existent dans le foot sont là pour, de temps en temps, aider, rassurer, faire qu'on se dit, tiens, si on le fait venir lui, on va gagner. Non. Mais ça ne fait pas gagner. Mais ça peut, je ne nie pas l'impact que ça peut avoir, mais moi, j'ai jamais eu recours à ça, quoi. C'est vrai, mais vous avez été un peu précurseur. Je me rappelle quand Yannick Noah, en 96, avant Rapide de Vienne, il vient dans le staff, quelque part, en fait, il vient un peu pour la santé mentale. Oui, c'est vrai. Mais enfin, il n'est pas... Yannick Noah, c'est un champion. C'est pas un médecin. Comment ça s'est passé, ça Écoutez, on était arrivé en finale de Coupe d'Europe, et pour la première fois, mais l'équipe ne tournait pas rond en championnat, ça n'allait pas, enfin bon, ça n'allait pas. Et donc j'étais à la campagne chez moi, sur mon petit tracteur, et puis je pensais qu'à ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire Et je pense à Yannick Noah, parce que Yannick Noah, les gens qui ont gagné quelque chose d'important, ils ne sont pas comme les autres. D'abord, ils l'ont fait, donc ils savent le faire. Et donc j'ai appelé Yannick Noah, que j'ai une relation, je connaissais un peu quand même, et il m'a dit oui tout de suite. Et donc Yannick, j'ai dit, vous venez 15 jours avec nous, là on était chez Blanco à Hendaye en préparation, etc. Et vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors je crois qu'au bout de 2 soirs, il m'a demandé s'il pouvait partir avec les joueurs sans qu'on soit au courant d'où ils allaient. Donc ils ont fait une soirée de décompression. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Ça n'empiétait en rien sur l'entraîneur, le travail de l'entraîneur Luis Fernandez, qui faisait son boulot. Ça l'a pas un peu gêné aux entournures, Fernandez ? Sûrement, mais c'est logique que ça le gêne. Mais bon, l'objectif, moi, c'était que ça gagne. Donc, j'étais pas là pour faire de la diplomatie. Mais c'est pas Noah qui a fait la compo de l'équipe. Hein. Mais je pense qu'il a apporté quelque chose, effectivement. On gagne sur un coup franc tiré par Bruno Ngotti, et je pense qu'il y a un peu de Yannick Noah dans le coup franc. Voilà. Ah ouais. Ouais. Non, ok, mais ça m'intéresse, moi. Il y a un côté, effectivement, on se dit, ok, il a gagné, il peut apporter la culture de la gagne. Ouais. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce que ça change? Il passait du temps avec les joueurs, il faisait ce qu'il voulait, il discutait avec eux, il essayait de voir pour les remettre en place, remettre la tête d'aplomb, les fixer sur l'objectif, pas griller l'énergie avant le coup d'envoi. C'est tout un tas, tout ce qui précède. Voilà, tout ce qui précède. Je sais qu'on est allé à Bruxelles, non pas en avion, mais on est allé en... Non, on est allé je sais plus, on est allé en bus, mais on est revenu en avion. Et donc, non, il était présent. Alors après, moi, j'y étais pas, hein, je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Ça serait possible aujourd'hui, ça? Oh, bah, pourquoi pas? Faut lui demander. C'est un peu ce qu'il fait encore aujourd'hui, Yannick. C'est un magicien. Parlons un peu de journalisme. C'est quoi pour vous une bonne interview? Une bonne interview, c'est quelque chose qui nous apprend sur le sujet dont il est question. Et c'est des questions justes, pertinentes, et qui amènent des réponses précises. Voilà, c'est tout. Donc c'est un truc à deux. Et l'intervieweur doit avoir beaucoup travaillé en amont, utiliser la plupart du temps que 10% de ce qu'il a fait, parce que c'est comme ça. Mais il faut être bien équipé sur le sujet. Il faut devenir spécialiste, en fait, très rapidement, sur un sujet qui ne nous est pas forcément familier, surtout quand on touche à tout comme moi. Donc c'est un gros boulot. Et puis en même temps, quand on le fait, il ne faut pas avoir l'air d'avoir travaillé. Il faut que ça arrive naturellement. Et il faut surtout avoir une capacité d'écoute aussi. Ne pas vouloir enchaîner que ces questions, alors que vous venez de me dire quelque chose, mais j'ai envie que ça continue. C'est ça, donc c'est une grande disponibilité. Il faut être à bloc dans le sujet, et ensuite que la personne avec qui on est réponde vraiment bien aussi, quoi. Je me suis demandé s'il y avait un style, Denisot. Et je me suis dit que peut-être justement c'était cette capacité à trouver la bonne distance entre exister puis rester en recul par rapport à l'invité.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est difficile de se juger soi-même, mais... Bon, je ne vais pas prétendre qu'il y a un style qui m'appartient. Chacun a son style, chacun a sa façon de faire. C'est aussi le reflet de la personnalité. La façon, quand on fait de la télévision tous les jours, on est démasqué, hein, donc on ne peut pas... Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est pas... On a tendance à dire que oui, on voit la vraie personnalité des gens à la télé. Moi, j'ai rencontré des gens de la télé, en fait, ils n'étaient pas pareils. Dans l'écran, ils n'étaient pas pareils que dans la vraie vie, quoi. Ah ouais, vous avez raison, vous avez bien vu. Mais après, on est dans un rôle, effectivement, mais un rôle qui ne doit pas être du théâtre. On est dans un rôle d'essayer d'être précis, juste, et donc de faire abstraction aussi de ses propres sentiments. Quand on fait référence, j'ai fait 15 000 interviews, j'ai interviewé des gens que j'appréciais, des gens que j'appréciais pas, des gens personnellement. Mais il ne faut jamais le montrer, on n'est pas là pour ça. Enfin, moi, je ne suis pas un éditorialiste qui dit, voilà, c'est bien, ça c'est mal. Je suis là pour raconter des faits, relater des faits. Les gens c'est un autre métier que de commenter. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de commentateurs que de journalistes sur les chaînes d'infos qui sont des chaînes de débat et pas d'infos, la plupart du temps. Mais raconter l'information, c'est un travail, et la commenter, c'est un autre. Mais il y a des gens qui peuvent commenter sur des plateaux de télé, ils peuvent vous parler des punaises de lit, le lendemain de Gaza, puis d'Mbappé, etc. Ils sont très forts. Moi, je ne sais pas faire ça. J'ai discuté un peu avec des gens qui vous connaissent, notamment une certaine personne qui s'appelle Renaud Levent-Kim, oui, que vous connaissez de longue date, qui est producteur chez Brut. Et il m'a dit une chose, il m'a dit que vous étiez le seul journaliste qui assume de laisser les silences lors des interviews, même après le montage. Voilà. Donc, oui, le silence n'existe plus à la télévision. Le silence, ça veut souvent dire beaucoup plus que les mots. Mais on a peur du silence aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il y ait de silence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait des interviews avec beaucoup de silence jadis. Notamment, j'ai fait une fois une interview de Maurice Pialat pendant 1h30 où je lui ai dit, j'avais une bonne relation avec lui, mais en même temps, on faisait l'interview. Et je lui ai dit, écoute, on fait une interview où il n'y a pas de limite de temps, comme on est en train de faire là, et puis après, on fait le montage. Et je lui ai dit, mais je ne te ferai pas toujours des relances. Et donc, on se connaissait bien, et de temps en temps, il terminait une phrase, et je le regardais et je disais rien. Et il y avait un silence, et il repartait. Et bon, pas tout le temps, mais c'est un genre qui aujourd'hui paraît à la fois iconoclaste et contre-productif. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'on n'entend plus le silence. Et j'aime bien le silence dans les interviews. Et ça crée une intimité dans la conversation. Et ça crée, du coup, la personne que vous interviewez, si vous laissez le silence, elle va plus loin. Voilà. Là, aujourd'hui, on veut mitrailler, on veut faire du buzz, on veut faire des effets de manche. Après, il y en a qui réussissent très bien comme ça, mais moi, ce n'est pas ce que j'aime. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'il y a moins de silence parce que le présentateur, il a envie d'exister, quoi. Il a envie de parler. Oui, c'est ça, le présentateur aujourd'hui, souvent les intervieweurs, c'est pas votre cas, mais ils ont des auteurs qui leur écrivent déjà des blagues avant, ou la phrase qui va « Waouh !» Bon, très bien, mais on aime bien ça, je peux regarder ça aussi, mais c'est pas ce que j'aime faire. Il y a le silence, mais il y a aussi les mots. Vous êtes économe de mots. Et j'ai vu que vous le revendiquiez parce que vous dites finalement, il faut savoir poser des questions courtes. Je parle trop. Merci, c'était très bien. Plus on travaille, plus on fait court. Moins on travaille, plus on fait long. Voilà la base. Dans le livre, toute première fois, ils ont tous commencé sur Canal+, c'est flagrant. Vous avez finalement propulsé énormément de gens. Hein. Ça, c'est parce que vous sentez le talent des gens, c'est parce que vous leur faites confiance. Avant de ressentir le talent, je ressens l'envie. L'envie est dans notre métier, et le métier de la télévision, ce n'est pas un métier de talent, c'est un travail. Et où il faut avoir envie. Il y a deux raisons de faire de la télé, il y en a une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est parce qu'on aime ça, et la mauvaise, c'est pour ce que ça représente. Il ne faut pas la mettre devant, sinon c'est mort. Donc tous les gens qui sont dans le bouquin, qui ont travaillé avec moi et qui ont réussi tous, c'est parce qu'ils aimaient ça. Ou parce qu'ils ont découvert qu'ils aimaient ça. Parfois, ils sont arrivés là un peu par hasard, certains, mais ils ont vite compris que c'était un enjeu très fort, que c'était une chance forte, et que ça pouvait changer leur vie professionnelle. C'est quoi la part du hasard? Elle joue ou en fait quelqu'un qui doit réussir réussit? Je ne crois pas au hasard, hein. Je crois... il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, hein. Cette phrase est connue, mais je crois qu'il n'y a que des rendez-vous dans la vie. Ouais. Alors après, on y est ou on n'y est pas. J'ai créé beaucoup d'émissions sur Canal. Au début, j'ai fait la télé du matin, après j'ai fait le midi, après j'ai fait le soir. Enfin bon, bref, j'ai fait tout le tour. Et donc à chaque fois, on prenait des décisions seuls.
on avait cette liberté qui est rare. On a décidé qu'on allait retransmettre les cérémonies de Cannes un jour avec Pierre Lescure et Gilles Jacob en 5 minutes. Qui dirigeait le Festival de Cannes, oui. Ouais, en 5 minutes ça a été fait. Ah ouais? Ouais, bah oui. Il y avait une cérémonie qui ne plaisait pas, enfin à l'époque, je ne vais pas refaire l'histoire, et donc on se voit avec Pierre Lescure, il y avait Gérard Depardieu aussi, et Gilles Jacob, et ils disent, ben, maintenant, vous êtes la chaîne du cinéma, vous arrivez, on s'est regardé, ben, on va le faire. Et voilà, ça a été fait comme ça. La chaîne s'est créée que sur des décisions de coin de table, sur des décisions rapides. Il n'y avait pas d'études marketing. La DRH n'était là que pour remplir les contrats, mais pas pour dire il faut engager ou pas engager telle ou telle personne. C'était fait à l'instinct, à l'intuition et à l'envie. Et donc on a toujours fonctionné comme ça depuis la création de la chaîne, avec André Rousselet, Pierre Lescure, Alain Degreffe, etc., avec qui j'ai débuté cette chaîne. Et après, on a gardé ça. Et, voilà, et tout est comme ça. Les Césars, c'est pareil, ça s'est fait comme ça. Les décisions de changer tout un truc d'une émission, de dire on va aller là-bas, on va faire ci, on va faire ça, ça se faisait très rapidement, effectivement. Et moi, j'aime ça. Hein. Mais en fait, je crois aux signes. Je ne suis pas superstitieux, mais je crois aux signes. Quoi. Je vois quand quelque chose s'en mange bien ou s'en mange pas bien. Si ça s'en mange bien, j'y vais à 200 à l'heure. Si ça ne mange pas bien, je m'arrête tout de suite. Ouais, alors, puis vous avez su aussi évoluer. Le premier grand journal, je crois qu'il y avait des marionnettes et tout. Enfin, ça a beaucoup bougé. Ouais, on avait une idée géniale qui était une catastrophe. Donc, on avait mis des personnages virtuels qui étaient des personnalités connues. Il y avait Marc-Olivier Fogiel, je ne sais plus qu'il y avait d'autres, et qui intervenaient, qui posaient des questions. On pensait que ça va révolutionner la télé. C'était nul. Ouais, c'était le début du grand journal, mais les gens ont oublié finalement. Oui, bah, vous savez, la télé, on l'oublie. Ça ne marque pas les... Voilà. La télé, on l'oublie. Il y a des gens qui ont fait de l'antenne pendant 15 ans à des heures de grande écoute. 10 ans après, on sait c'est qui. On ne marque pas l'histoire, on n'imprime pas la pellicule, on imprime l'écran de façon éphémère. On parlait du grand journal. Il y a eu quelques critiques à l'époque du grand journal, j'ai vu, sur le côté infotainment. Au début, il y a eu des mélanges de genres. Ouais, au début, on a fait des erreurs. Martine Aubry, je crois notamment, qui s'était plaint. Oui, on a fait Martine Aubry et Michael Young habillés je ne sais plus, en personnage féminin extravagant. Et on pensait que le mélange des genres, on pense toujours que c'est une idée géniale et c'est une utopie et ça marchera quasiment jamais, sauf quelquefois. Et ça a marché une fois de façon magnifique, que je retiens toujours, c'est avec Jamel Debbouze, Ségolène Royal et Diams qui chantent. Et donc on est en 2007, Ségolène Royal n'a pas encore dit qu'elle allait être candidate à la présidentielle. On attendait, bon, c'était un secret de polichinelle, mais elle n'avait pas dit. Et elle avait prévu de le dire plus tard. Et donc Diams qui chante le tube du moment, Jamel qui se lève, qui fait danser Ségolène Royal, et puis après il dit alors, et puis il a fini par dire oui. Et donc on avait obtenu là en 1 minute un mélange des genres improbable, incroyable, et avec un résultat magnifique. Donc ça arrive, mais c'est très rare. Il faut séparer. Ouais. La conviction que vous avez aujourd'hui, c'est finalement quand on parle de politique, on parle de politique, quand on parle de culture, on parle de culture. Ouais. La politique, parlons-en un petit peu parce que j'ai vu quand même que plusieurs fois vous avez été approché pour faire de la politique. En 2020, vous avez dit qu'on vous avait sondé pour savoir si le poste de ministre de la Culture pouvait vous intéresser. Comment on fait pour sonder quelqu'un ? Non, mais en fait, ça a commencé très tôt, ces histoires de... Moi, je fais partie de rien, je suis indépendant, et je respecte beaucoup tous les gens qui s'engagent. Mais j'ai été élu local dans mon village. J'ai été conseiller municipal dans mon village. Ma femme a fait 2 mandats dans le village où on est. Ma mère a fait 4 mandats à Châteauroux. Donc, je sais ce que c'est qu'être élu local. Ça n'a rien à voir. On ne fait pas de la politique quand on est élu local. Quand on est élu local, on ne demande même pas aux gens qui sont sur votre liste ce qu'ils pensent. On est déjà content d'en trouver 12 pour être candidat. Vous savez, parce que ça demande beaucoup d'abnégation, du temps, de l'ingratitude, etc. Donc j'ai beaucoup d'estime pour tous ceux qui font ça. Après, faire de la politique son métier, c'est une autre chose. Et donc, quand je me suis présenté au municipal dans mon village, dans les années 70, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était pour moi une référence absolue du jeu, qui avait créé le magazine L'Express, m'a contacté pour que j'aille le voir pour que je sois candidat il était Parti Radical, pour que je sois candidat aux législatives dans mon coin Parti Radical, donc j'ai dit non parce que voilà. Et puis après ça c'est régulièrement, ce qui est logique un peu quand on est un peu connu puis qu'on cherche des candidats, voilà, donc j'ai été contacté à la mairie de Paris, à gauche, à droite, aux législatives. 2022, ouais. Comment ? En 2022 pour les législatives aussi.
Oui, aussi, oui, 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 oui. Puis Par après, La République En Marche qui... oui, oui, puis il y en a eu d'autres qui m'ont contacté, d'autres mouvements, par les extrêmes, quoi. Et voilà, mais bon, non, c'est pas... Moi, je me sens pas légitime. Maintenant, je suis à un moment de ma vie où je peux choisir ma vie, quoi. Donc, je ne suis pas obligé de faire ceci. Enfin, la politique, c'est encore autre chose, mais ce n'était pas mon... Voilà. Quel rapport vous avez à l'engagement? Est-ce que vous avez réussi aussi à durer parce que vous n'étiez pas particulièrement engagé? Mais ce n'était pas mon métier de m'engager. Mon métier, c'était d'être crédible. Nous, il faut qu'on nous croie. Et après, vous pouvez donner la même dépêche à 4 personnes. Vous les mettez devant une caméra, le même texte. Hein. Lui, je crois ce qu'il dit. Lui, ah, tiens, pourquoi? Bah oui, donc, il faut être crédible. Faut être crédible. Ça, il y a un truc de la nature. C'est le charisme. La tête qu'on a. Il ne faut pas avoir l'air trop farceur, même si on l'est. Moi, j'aime bien rire et tout, mais quand je fais mon métier, je ne fais pas des blagues. Et donc, après, ouais, c'est ça. Il faut interviewer tout le monde de la même façon. J'aime ça, c'est ça mon métier. Et ça passe avant tout le reste, tout ce qui pourrait être... donc les gens qui s'engagent, j'ai beaucoup de respect pour eux. Vraiment, c'est compliqué de plus en plus, et qui plus est aujourd'hui au moment où on se parle. Et donc, mais c'est pas moi. Moi, je vote. J'ai toujours voté. Hein, je vote tout le temps. Mais j'aime bien le secret de l'isoloir. Sinon, il n'y aurait pas d'isoloir. Ouais. Et en les interviewant, les politiques, est-ce que vous avez vu une évolution dans la façon dont les hommes politiques répondaient à vos questions, les fameux éléments de langage qui sont arrivés, ce genre de choses? Oui, oui. Alors, il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont très à l'aise dans le débat, qui cherchent l'échange, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande est aussi dans la pirouette, il est très, très intéressant, etc. Mais tous les hommes politiques ont un intérêt. Alors après, il y en a d'autres qui sont coincés dans que je déteste, qu'on appelle les éléments de langage, qui sont... Alors là, ça veut dire qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils pensent. Donc c'est ce que je caricature un peu, mais je n'aime pas du tout les éléments de langage. Et comment vous faites quand vous êtes intervieweur et que vous êtes confronté à ça? Un élément de langage, bah, j'essaye de poser une question qui n'était pas comprise dans les éléments de langage. Ouais. Ouais. Il y a un moment aussi où, alors, je vous ai rarement vu fâché, mais il y a eu un moment où vous êtes fâché contre Mélenchon quand il vous a un peu pris de haut sur la pratique du latin. Oui, effectivement. Un jour, Jean-Luc Mélenchon cite une phrase en latin, je ne sais plus laquelle, et en regardant Ali Badou, qui était le représentant de la culture dans mon émission, et il me fait comme ça, c'est du latin, en prenant, comme si j'étais une buse, quoi. Je ne suis pas totalement inculte, et donc je trouve que j'ai fait 5 ans de latin. Comme mon beau-père est prof de latin grec, enfin bref, je ne suis pas totalement perdu dans le latin. Et donc je l'ai pris comme un peu une forme de mépris. Et donc je lui ai dit, et donc ça a chauffé un petit peu, ça a chauffé encore un peu plus dans la loge après, et puis il a dit qu'il ne reviendrait plus. Bon, ok. Les politiques, quand ils se fâchent avec des journalistes de télé, et qui disent qu'ils ne reviendront plus, ça dure 6 mois. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont besoin de revenir et que nous, on a besoin qu'ils reviennent aussi. Donc ça s'est passé aussi avec Jean-Luc Mélenchon. À la rentrée, quelques temps après, X mois après, je dis à mon équipe, je dis, bah, tiens, on démarre avec quoi? On sert toujours, quand on redémarre, à avoir un truc un peu fort, quoi. Donc je dis, bah, si on a invité Jean-Luc Mélenchon, mais il ne vient plus, bah, je dis, on va l'appeler. Donc on a appelé Jean-Luc Mélenchon et il a dit, je reviens que si je peux déjeuner avec Denisot. J'ai déjeuné avec lui, ça s'est très bien passé. On a eu un échange courtois, agréable au déjeuner. Je pense qu'il se trompait un peu sur ma vie, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs. On avait au moins un point commun, c'est qu'on avait été enfants de cœur tous les deux. Voilà. Après, il y a un jour où Xavier Bertrand ne répondait pas aux questions, donc j'ai été un peu désagréable avec lui. Enfin, je me souviens, je lui avais dit... Je crois que je lui avais dit, c'est difficile de se faire un nom quand on a 2 prénoms, quoi. Donc, effectivement, c'est pas... Il est mal pris. Oui, mais on peut le dire à Claude François et à Thierry Henry, et c'est pas vrai. En 1995, vous avez écrit un livre d'entretien avec Nicolas Sarkozy, alors qu'il n'était pas encore président, il était ministre du budget. Comment ça s'est passé, les entretiens avec Nicolas Sarkozy? En fait, quand j'étais président du PSG, il y avait une loge, enfin la tribune officielle, disons, où venaient tous les élus, etc. Et donc Nicolas Sarkozy venait tout le temps au match, il aime le foot, il aime le PSG. Et puis un jour, pour me remercier, il m'invite à déjeuner, et il était
ministre du budget, était à Bercy, donc je vais déjeuner avec lui. Et, je ne connaissais pas plus que ça, quoi. Et il me raconte, il me dit, Cash, il dit, moi je vais être président de la République. Je dis, ah bon, c'est assez rare. Donc, mais je dis, et il me raconte un peu sa vie, mais je dis, bon, on n'a jamais raconté votre vie, si vous voulez, on peut faire un bouquin, voilà comment c'est parti. Donc après, j'ai fait des entretiens avec lui pendant des week-ends à Bercy, et voilà. Et du coup, j'imagine que vous l'avez vu évoluer. Comment ça se passe une fois? Parce que si en 95, vous faites un livre d'entretien avec lui, j'imagine qu'après, vous avez des rapports humains. Oui, alors après c'est... donc, il y a une période où on se voit, etc. Ça a aussi un... et après, bah, c'est comme une balle de tennis, ça rebondit un petit peu, puis de moins en moins. Donc, chacun vit sa vie. Après, je l'ai reçu, etc. C'est pas... c'est tout. Ok, on a parlé un peu de politique, un peu de foot, on va parler de cinéma. Le cinéma, c'est quand même une grande partie de votre vie, et même de votre vie récente, puisque vous avez quand même réalisé un film sur le tard, quelque part, toute ressemblance, en 2019 avec Franck Dubosc. Je crois que c'était un peu compliqué entre le premier scénario et la 25e version. Ouais. Quelle leçon vous avez tirée c'est de ça? pareil, j'ai découvert un univers dont je parlais tous les jours, et en fait, on devrait commencer par faire un film avant de parler de cinéma. J'ai fait le truc à l'envers, c'est comme le foot. Hein. J'ai eu la chance comme journaliste d'être journaliste de foot et puis président d'un grand club, de parler de cinéma et de faire un film, même si ça n'a pas été un succès. Mais j'ai appris comment c'était, quoi. J'ai appris beaucoup en le faisant, beaucoup. Après, Jamel m'avait dit, au moment où il a vu que je faisais ça, il m'a dit surtout n'écoute personne. Et en fait, j'ai écouté tout le monde. Donc voilà. Mais ça m'intrigue, parce qu'effectivement, vous avez une grosse expérience, vous avez réussi dans divers domaines, vous arrivez, vous pouvez faire un film. Alors c'est un film qui parle de la télé, c'est un sujet que vous maîtrisez. Comment ça se passe le premier jour où vous vous retrouvez sur le plateau? Je suis comme un enfant à Noël. Hein. J'imagine. Quand je dis action la première fois, c'était au cimetière Montparnasse. C'était un enterrement, évidemment. Mais quand je dis action le premier coup, c'est vrai que je me dis, mais ma vie est incroyable, quoi. Après, tout le tournage, c'était très bien. C'était très bien passé. Après, le montage, c'était compliqué. Après, on m'a, entre guillemets, enlevé le film pour faire un autre film. C'est-à-dire qu'il y a un monteur qui a pris le film sans moi et qui a rajouté des séquences. Donc, à la fin, c'était pas trop que mon film, mais j'ai assumé le truc. Voilà, après, c'était comme ça. Mais si je devais en faire un deuxième, je saurais un peu mieux ce qu'il faut faire. Mais j'ai appris. Ouais. Pour moi, l'échec, c'est de rien faire. Et donc, après, c'est pas une réussite, mais le vrai échec, c'est de ne pas faire les choses. Donc, voilà. Donc, je l'ai fait. C'était pas très bien, mais j'ai beaucoup appris. Et voilà, donc je pense pas que j'en referai un autre, mais si je devais en refaire un autre, je pense que ce serait mieux, quoi, évidemment. Puis il y a eu quand même Alain Delon. Et c'est son dernier film. Mais j'avais une relation, bonne relation avec lui depuis longtemps. Hein. Évidemment, sinon il ne serait pas venu pour une boîte de chocolat. Et donc, il m'a appelé pendant le tournage parce que j'avais proposé un petit rôle à Anouchka, sa fille. Vraiment un tout petit rôle, et on parle, il me dit « Ah ouais, t'as eu Anouchka, etc. » Et je dis « Oui, oui. » Il me dit « Mais c'est quoi ton film ?» Et il m'interroge, je me dis « Écoute, je ne vais pas te parler de mon film à toi, avec ta carrière, quoi. » Puis il y a un silence, il me dit « Mais c'est... » Et donc, je sais pas, je me dis « Mais il veut peut-être faire quelque chose, quoi. » Et donc, je lui dis « Je ne vais pas te proposer quelque chose. » Il me dit « Pourquoi pas ?» Et il dit envoie-moi une page, 2 pages. Et donc j'ai envoyé une page d'un rôle muet, donc qui était quand même un peu gonflé. Et donc il a fait un rôle muet où il dit juste 3 mots à la fin, qui était la fin du tournage. Et il était très, très heureux de se retrouver. Bon, c'était avec une équipe de tournage de cinéma. Il m'a envoyé un message vraiment inoubliable après. Et voilà. Là, vous êtes plus dans des documentaires, si j'ai bien compris. Alors, il y avait les Rassam que vous avez fait, vous avez monté les marches de Cannes. En fait, c'est les choses aujourd'hui dont je suis le plus, disons, fier de ce que j'ai fait. Ce documentaire est sur le podium, quoi. Ouais, j'avais jamais fait de documentaire. Et je me suis retrouvé à faire celui-là sur la famille Rassam et la famille Berry, avec la participation de Coppola, Carole Bouquet, etc., et de beaucoup de monde. Et en fait, c'est le résultat de 30 ans de lien avec Paul Rassam, qui est un producteur, qui est le producteur français, qui est le plus hollywoodien et inconnu. Qui a produit Coppola, qui a produit... Ouais, il a produit tous les Coppola, etc. Et donc avec qui j'ai une relation depuis longtemps. Et
Et on déjeune ensemble, de temps en temps, on discute au téléphone, de tout et tout. Puis un jour, leur histoire est tellement énorme, j'ai dit, je voudrais faire un bouquin, il s'appellerait Les Rassam, un an plus loin, sur ses ancêtres. Et il me dit toujours non, 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 non. Et puis, il y a 2 ans, à peu près à cette époque-là, il m'appelle, dit, je suis avec Thomas, chez Thomas Langman, donc son neveu. Producteur également de cinéma. Producteur, le fils de Claude Berry. Et il dit, je suis avec Thomas, on nous demande toujours de faire des trucs et on dit qu'on n'en fera jamais, sauf si c'est toi. 5 minutes, 10 minutes après, j'étais dans le taxi. Et je dis, bah, OK, on y va. Et puis après, voilà. Donc j'ai fait ce documentaire avec vraiment beaucoup de plaisir. On s'est retrouvés effectivement à Cannes en sélection. Et pour moi, c'était, quand le film n'a pas marché, je m'étais dit, bah, je pouvais dire qu'à moi, parce que tu viens de faire un truc qui ne marche pas bien et tout. Tu dis rien, quoi. Bon, je m'étais dit comment je pourrais remonter cette pente éventuellement. Et je m'étais dit qu'à moi, mais vraiment qu'à moi, parce qu'il faudrait que j'aille à Cannes. Et bon, tu mets ça dans ta poche, puis t'attends. Et là, donc on fait le documentaire, et avec France Télévisions, France 2. Et à France 2, la première réunion, ils disent « Ah, ça serait bien si vous étiez prêts pour Cannes ». J'y avais pas pensé. Et on y a été, c'était fort, il y a eu une ovation à la fin. C'était pour moi un des plus beaux moments de ma vie professionnelle. Donc comme quoi ça peut arriver même tard. On est rue de la fidélité. Hein. Mais j'ai l'impression que la fidélité, vous parlez de Paul Rassam, là. Finalement, vous avez pu faire ce documentaire parce que vous étiez amis quelque part. Oui, dans notre métier, j'ai jamais fait la relation avec Paul avec une arrière-pensée professionnelle, jamais. Mais donc ça s'est conclu comme ça, il est aussi heureux que moi que ça soit conclu comme ça, puis on continue de se parler évidemment, au moins une fois par semaine, hein, donc c'est comme ça. Le travail, c'est du long terme, vous parliez que j'étais journaliste agricole, mais je suis un agriculteur, c'est-à-dire que je sème, et parfois je récolte. Quand j'ai dirigé Vanity Fair, à un moment donné, il y avait une actrice très connue, on demandait qu'elle fasse la photo de la couve et tout, puis il n'y avait pas de réponse, et on me demande à moi tu peux pas nous aider, je l'appelle, c'est fait en 2 secondes. C'est pas fait en 2 secondes, c'est fait en 30 ans de travail. Voilà.